Donc bienvenue tous ici. Je vais laisser la parole 2 secondes à David qui nous accueille dans ses locaux dans le cadre de conférences qu'on fait à ICAP et à l'Université Lyon 1 sur la pédagogie. Donc on travaille avec David sur un projet de e-département à l'IUT. Ouais. Et puis c'est un plaisir de t'accueillir ici chez nous. Voilà, donc tu es filmé, donc il y a 2 caméras, une là et une par là. Donc il faut essayer de regarder la caméra parce que ça sera repris sur YouTube ou sur Spiral, on mettra ça en ligne. La semaine prochaine. Donc c'est un plaisir d'accueillir Jacques Tardif qui vient de l'université de Sherbrooke. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. On se fréquente beaucoup sur Facebook. Pour ceux qui disent Facebook ça sert à rien. Voilà. Donc on est amis sur Facebook depuis quelques temps. Et puis on se rencontre souvent à l'AIPU, qui est l'Association internationale de pédagogie universitaire. Et on vient faire renaître de ses cendres l'IPU France la semaine dernière. On a une première réunion. C'est reparti sur la France. Voilà. Donc, David, je te passe la parole. Merci Christophe. Non, mais c'est juste un petit mot pour vous dire qu'on est très heureux à l'IUT Lyon 1 d'accueillir une conférence qui a été organisée par ICAP, donc d'accueillir Jacques Tardif sur cette thématique de la pédagogie par les compétences. Parce que à l'IUT, comme dans beaucoup d'autres composantes de l'université, mais en particulier à l'IUT, on est extrêmement attentif à toutes les questions liées à la pédagogie. Donc on a plusieurs projets qui tentent de mettre en place une pédagogie innovante. Et donc l'intervention de ce soir va être quelque chose qui va nous aider à phosphorer un petit peu sur les choses qu'on va pouvoir mettre en pratique avec nos étudiants. Voilà, donc je te laisse la parole, Jacques. Merci bien. Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de ce micro ou pas? Vous m'entendez derrière? Oui? Oh, Dieu soit loué. Merci de cette invitation, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis je vais essayer de regarder la caméra tout en me préoccupant de ce que vous avez devant vous. Et donc, c'est une conférence, j'ai eu des suggestions pour l'intituler comme ça, que j'ai appelé l'approche par compétence, un changement de paradigme pédagogique. Et puis, je vais prendre la parole à peu près durant 50 minutes, 1 heure, et après, il y aura une période de questions, une période d'échange. Alors, pour moi, c'est important, cette période-là, parce que ça me permet d'exagérer un peu dans les exemples ou d'aller encore plus loin dans le propos, de sorte qu'on puisse le nuancer après. Alors, puisque ça s'appelle changement de paradigme, je vais faire juste un petit passage par qu'est-ce que j'entends par paradigme, et probablement que vous savez plus que moi. Et je n'ai rien de philosophe en moi, je suis un psychologue de formation, mais il y a certains éléments qui vont me permettre de vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, ce monsieur Kuhn, qui travaille dans le domaine de la recherche, raconte qu'un paradigme, c'est une école de pensée dans un domaine de savoir et d'activité qui partagent un ensemble cohérent de croyances, d'orientations, de valeurs et de façons de faire au regard de certains phénomènes. Alors, j'aime pas tellement le mot croyance, mais disons, je voudrais insister sur l'école de pensée ou un cadre de pensée. Et puis, une autre définition d'un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de l'éducation de Legendre. Celle-ci s'approche passablement de l'usage que moi je vais en faire, un cadre général ou très général de référence partagé par une communauté de scientifiques pour un ensemble de phénomènes complexes. Alors, j'oserais dire que l'apprentissage, l'évaluation des apprentissages et finalement l'enseignement, ce sont des phénomènes complexes et que quand on parle de compétences, on utilise un cadre particulier pour y réfléchir. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière diapositive sur les paradigmes. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est notamment ceci. Le paradigme, ça permet de situer le contexte d'étude des phénomènes concernés. Ça guide l'élaboration de théories suggérant des pratiques appropriées. Alors, ce que j'aimerais vraiment faire avec vous ce soir dans la conférence, c'est d'essayer de vous convaincre que quand on va dans une approche par compétence ou une approche centrée sur le développement de compétences, on change de paradigme dans l'enseignement. Peut-être que je suis obligé de faire ça. Mon ordinateur a un problème depuis que je suis en France et vous allez
vous allez observer que parfois, je dois sortir de là et recommencer. Ça va arriver bientôt, mais je vais le faire après. Voilà. Et donc, je dirais, c'est la thèse que j'essaie de défendre, mais je sais que vous êtes un jury plutôt agréable et vous allez être conciliant par rapport à mes propos. Et donc, la thèse, c'est que nous passons d'un paradigme de l'enseignement à un paradigme de l'apprentissage et que c'est ce paradigme-là, tel que j'ai défini, qui nous aide à élaborer des théories, surtout ces théories guident la pratique, qui vont orienter nos choix, nos réflexions, nos propositions. Je vais faire quelques petits détours comme ça. Je suis préoccupé aussi de partager avec vous pourquoi tout à coup on parle d'approche par compétence. Alors, moi, je suis un psychologue de l'éducation, je serais un clinicien non pratiquant, mais je suis très préoccupé par l'influence qu'on a sur les élèves, les étudiants, avec les programmes que nous avons mis en place et les lacunes de ces programmes-là. Et je suis aussi un chercheur, et donc le dogme, la secte ne m'intéresse pas tellement, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je cherche à documenter pourquoi aller vers ceci, pourquoi cela, et qu'est-ce qui nous permet de progresser davantage. Et donc, je vais établir cette distinction conceptuelle. Voilà. Et la petite flèche en bas ou le continuum en bas est extrêmement important pour moi. Alors, je dirais que quand on est dans des approches par compétences, on est à ce bout-ci d'un continuum. On pourrait situer l'enseignement... mais là, il faudrait que je me retourne. Je vais faire comme si vous étiez devant, j'étais comme vous. Alors, à ce bout-ci, il y a les approches par objectif. On pourrait dire aussi les approches par discipline. Ce qui les caractérise énormément, c'est le fractionnement ou le morcellement. Par exemple, on est dans le domaine de l'ingénierie, on enseigne à des gens des cours en maths, on enseigne des cours en physique, on enseigne des cours en résistance des matériaux, on enseigne des cours sur les circuits électroniques, et voilà. Et donc, on espère qu'un jour, un étudiant va faire quelque chose avec ça, va intégrer ces éléments-là, mais la structuration de la formation, c'est une structuration qui met un très, très fort accent sur le morcellement ou le fractionnement, alors que dans une approche par compétence, on est vraiment dans une autre logique. On est dans une logique de parcours, on est dans une logique d'intégration. Alors, je vais réinsister là-dessus. Mais si on prenait la professionnalisation comme point de référence, on pourrait dire que quand on est au bout fractionnement, puis qu'on se préoccupe de la professionnalisation, chaque activité de formation, c'est une pièce qu'on dépose dans son cheminement ou dans sa formation. Et c'est l'étudiant lui-même, c'est vraiment important de souligner ça, c'est l'étudiant lui-même qui doit regrouper d'une manière synergique l'ensemble des pièces qui font partie de sa formation. Quand on est dans une logique d'intégration ou dans une approche par compétence, c'est totalement l'inverse de ça. Et c'est vraiment l'équipe de professeurs qui s'occupe de l'intégration. Et c'est important j'espère que c'est pas en rupture avec la caméra, mais c'est important que la base de tous les choix et de chaque activité soit en relation et d'une manière explicite de continuité et de complémentarité les unes avec les autres. C'est ce qui va nous faire dire que quand on est dans une logique de compétence, voilà, ça c'est un point important. Voilà. Quand on est dans une logique de compétence, on est dans une logique vidéographique. Vous allez souvent entendre dans les mots que je dis ce soir, le parcours de formation, le parcours de professionnalisation, les trajectoires de développement. Nous sommes vraiment dans marquer les étapes de développement, soutenir ces étapes de développement au point où, pour chacune des compétences, nous allons parler d'étapes ou de phases de développement des compétences. Alors que quand on est dans les programmes par objectif, et vous pouvez toujours mettre à la place programme fractionné ou morcelé par discipline,
on est dans une logique qui est beaucoup plus photographique. Par exemple, vous intervenez dans la formation des enseignants ou des enseignantes au primaire et au primaire, pour dire cet exemple-là. Vous leur donnez un cours de psychologie du développement parce qu'ils vont travailler avec des enfants. Au terme du cours, clac, on prend une photo, on fait un examen, on additionne les résultats qu'ils ont cumulés, puis c'est comme si on disait à l'étudiant, mets ça dans ton album, c'est terminé. Et c'est intéressant aussi parce que l'étudiant, peut-être, ne va plus jamais rencontrer le prof qui a enseigné ça, c'est pas grave. Et peut-être que ce prof-là n'a pas parlé avec les autres, c'est pas grave non plus, parce que c'est une pièce qu'on a déposée sur le parcours. Alors, j'espère juste illustrer, mais c'est vraiment, il faut que vous ayez en tête le continuum, qu'on est vraiment dans deux logiques extrêmement différentes, ce qui fait dire à des gens que, franchement, nous sommes dans des paradigmes différents. C'est pas du tout la même chose. Et puis, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je dirais que c'est à peine exagéré de dire que l'enseignement, c'est fait, tout est orchestré pour l'enseignant. C'est du temps d'enseignement. Alors, là où c'est fantastique, c'est à l'école primaire parce que de 8h25 à 8h54, on fait du français. Après, on ferme le livre. De 8h55 à 9h22, on fait des maths. À 9h22, on ferme le livre, on prend une récréation. À 9h53, on revient, on sort un livre de sciences humaines. L'enseignante ne parle plus de la lecture, elle ne parle pas des nombres qu'on voit là-dedans. Non, on fait autre chose. Alors ça serait l'illustration comme « wow ». L'illustration la plus étonnante de la fragmentation, parce que c'est la même personne qui morcelle tous les éléments comme ça. Mais bon, si on parle en milieu universitaire, on voit que beaucoup de programmes sont, et je vais arriver à mon analogie, je fais un petit détour, beaucoup de programmes sont, il fait encore, dans cette logique-là. Voilà. Alors, il y a des sociologues de l'éducation qui ont regardé les écoles où il y a des sociologues qui s'occupent du travail en disant, ça c'est assez estomacant parce que l'école c'est encore un lieu qui ressemble à la chaîne de montage ou qui ressemble à la division taylorienne du travail. Et puis c'est comme quand on regarde dans nos programmes universitaires, on a de bons exemples. Quand on regarde la formation, c'est comme si un prof est quelqu'un qui travaille dans une chaîne de montage, et il dépose une pièce comme un pare-choc pour une automobile ou des portières, et puis après, l'auto continue sur la chaîne, et puis au bout, ben, ça a bien fait l'objet qu'on voulait développer. Alors, disons, c'est quelque chose qui est préoccupant parce que ça nous décrit passablement bien. Et ça nous permet aussi d'insister que probablement que si on met en place une logique comme celle-là, on est plus dans une logique d'enseignement que dans une logique d'apprentissage parce que la préoccupation de l'étudiant n'est pas très forte. Là, permettez-moi de quitter et de recommencer. On n'a pas réglé le problème. Est-ce que je vois... Voilà. Et là, je vais être en paix durant quelques secondes. Voilà. Il y avait deux analogies. Alors, la deuxième est la suivante. C'est une grande partie des professeurs, mais pas tous les professeurs sûrement. Et puis, pour protéger mon corps ou me protéger, je vais dire comme un conférencier que je connais bien, c'est pas vrai ici, mais c'est vrai dans mon pays, oui, c'est vrai dans l'université où je suis. Alors, donc, mais beaucoup de professeurs se comportent comme si les étudiants étaient des photocopieurs. Alors, bien forcément, quand on pose la question à des profs, comment concevez-vous l'apprentissage? Les profs ont un discours généreux sur l'apprentissage, puis on a l'impression qu'ils sont passablement constructivistes, ou ils ont l'idée que l'étudiant va construire des connaissances. Sauf que quand on leur dit « Ah, vous faites des QCM, c'est bien intéressant. Est-ce que je pourrais voir votre examen? » On regarde ça, puis quand on regarde la formulation des questions, dans plusieurs cas, dans mon pays, pas dans le vôtre, dans plusieurs cas, on réalise qu'on demande à l'étudiant de reproduire presque textuellement ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, comme si l'étudiant n'était pas vraiment une personne qui va construire des connaissances, donc quelqu'un qui va entendre quelque chose, sélectionner, et après avoir sélectionné,
dire « ça c'est périphérique » ou c'est moins important. Un peu comme vous allez faire s'il y avait quelqu'un à la porte de ce local-ci après la conférence et on vous disait qu'est-ce qu'il a raconté ce Québécois-là, ça serait intéressant de vous entendre parce qu'il y a des gens qui font dire des choses qu'on n'a jamais dites. Ou des gens qui insistent sur des éléments. Et en général, tout ce qui s'est passé se résume, à moins que vous ayez des notes devant vous, à 5 minutes ou 10 minutes et c'est terminé. Alors, mais bon, il ne faut pas pleurer là-dessus. C'est ça l'apprentissage, c'est ça la construction des connaissances. C'est quelque chose qui est sélectif. Donc, voilà 2 analogies. Et là, j'ai un peu d'audace en faisant ça, mais je parle encore de mon pays. Donc, trois erreurs dans la représentation des formateurs, et là, je parle de nous à l'université, quant au processus de professionnalisation. Je me rends service dans la conférence en mettant l'accent sur la professionnalisation parce que c'est plus simple de parler des compétences dans une logique de professionnalisation, donc de développement de professionnels. Mais si vous avez des questions sur d'autres formations qui n'ont pas une visée professionnalisante aussi accentuée que les exemples que je vais vous donner, il n'y a pas de problème, on pourra parler de ça à la pause. À la période de questions. J'ai travaillé très fort aujourd'hui, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Alors voilà. Première représentation erronée ou première erreur. Les gens pensent que dans la formation, la théorie doit toujours précéder la pratique. Et dans le fond, il faudrait bien installer une base de connaissances théoriques d'abord et permettre aux gens d'agir ensuite. Alors, le meilleur exemple qu'on avait de ça avant, c'était les facultés de médecine. C'était assez génial parce qu'ils donnaient 3 années communes à tous les médecins. Ils apprenaient l'anatomie, la physiologie, la pathophysiologie et mettez-en. Et puis, après ça, les étudiants allaient faire des stages et tout. Et là, tout à coup, on les a vus glisser vers l'apprentissage par problème parce qu'ils ont réalisé que c'était pas si efficace peut-être que ça, les cours ex cathedra, mais il y a encore des endroits où on en fait. Puis bon, on peut prendre n'importe quel exemple de formation professionnelle. On trouve souvent... Je vais revenir à l'ingénierie, c'est un très bon exemple aussi parce qu'il y a beaucoup de lieux où on donne 2 années, on appelle ça le tronc commun ou la formation de base ou la formation générale. Et donc, on a cette préoccupation de donner vraiment une base théorique et après, les gens vont aller apprendre quelque chose. Alors, j'ai l'audace de dire, ça pour moi, c'est une erreur conceptuelle où il y a beaucoup de recherches qui nous démontraient que il n'y a pas là une mine d'or nécessairement et il y a peut-être plutôt quelques problèmes à l'horizon. L'autre chose, c'est, ça c'est très important aussi pour nous, mais ça va un peu avec mon bout fractionnement. Les apprentissages peuvent, mais j'ai mis d'une manière diplomatique, doivent, mais je pense doivent. Les apprentissages doivent être morcelés dans une logique de chaque discipline, même si nous tous savons que il n'y a vraiment pas de situation dans la vie, enfin, s'il en reste, il n'y en a pas beaucoup, qui se résolvent, se comprennent, s'analysent à partir d'un point de vue monodisciplinaire. On est toujours dans plusieurs entrées, plusieurs angles. Et puis, en même temps, on scénarise, on configure la formation ou la professionnalisation en ayant toutes ces entrées monodisciplinaires ou ce fractionnement ou ce morcellement par objectif. Et l'autre élément, c'est quelque chose qui est important aussi dans la formation professionnelle, parce que je parle de la professionnalisation, le développement des compétences est pris en charge au moment des stages. Moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que je suis passionné par les compétences, ça m'agite, ça m'excite, ça me fait rêver. Et puis, il y a beaucoup d'endroits, je dis, écoutez, je ressors mon continuum, là. Programme par objectif, programme par compétence et tout. Puis, je dis aux gens, pour apaiser les tensions, il y a un curseur là-dessus. On déplace le curseur. Si vous voulez, on peut être 100% compétence, mais si vous voulez, on peut être 20% compétence. Mais l'important, c'est de bouger un peu le curseur. Qu'est-ce que j'entends le plus souvent? J'entends le plus souvent la conclusion suivante. Nous sommes presque 100% compétences dans les stages et dans la conception, les ateliers pratiques, mais dans les murs de l'université, nous sommes passablement objectifs. Et puis, c'est quelque chose dont on prend conscience, mais
qui ne crée pas une rupture nécessairement. Mais on voit là que il y a des gens qui estiment que, bon, la formation professionnalisante ou là où on est en contact avec l'identité, la culture professionnelle, les compétences, c'est plutôt dans les lieux de stage. Mais c'est vrai que c'est assez complexe, assez difficile d'introduire dans des salles de cours des compétences. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce détour par deux analogies, par les trois erreurs? Parce que ces analogies et ces erreurs sont pour moi très fortement représentatives d'un paradigme de l'enseignement. Nous ne pensons pas comme cela dans un paradigme de l'apprentissage. Et donc, si les compétences ont quelque chose à voir avec le paradigme de l'apprentissage, nous ne pensons pas comme cela dans une logique d'enseignement par compétences. Mais voilà pourquoi ce détour qui me permet de documenter, argumenter, j'espère, d'une manière un peu plus systématique cette histoire de compétences. Maintenant, j'en arrive, et après, je vais parler de à quoi ça ressemble un programme approche par compétences, mais de ma formation en psychologie, même si souvent je dis que je suis un psychologue non pratiquant, j'ai retenu quelque chose qui m'a rendu service toute ma vie et qui m'a encore énormément service. Les gens changent parce qu'ils ont des problèmes ou parce qu'ils reconnaissent des limites ou parce qu'ils trouvent que quelque chose qu'ils avaient pensé être aussi influent n'est pas aussi influent que ce qu'on avait imaginé. Et donc, je prends le temps de faire le tour de trois catégories de raisons qui nous incitent à mettre en place ou à mettre en œuvre des programmes axés sur le développement de compétences. Et c'est assez bien documenté par des recherches et des choses comme ça. Et moi, personnellement, quand j'accompagne des équipes dans passer d'un programme défini par l'objectif à un programme par compétence, je m'organise toujours pour dire, mais quels sont les problèmes que vous voulez changer, les problèmes que vous avez diagnostiqués, et au fur et à mesure, à chaque année, on fait une régulation sur, est-ce qu'on a créé des nouveaux problèmes ou est-ce qu'on est en train de changer, d'apporter des changements significatifs ou pas. Là où je suis le plus inquiet, c'est quand ils me répondent « Ah, ça vient de Bologne, puis il faut que ce soit compatible Bologne », ou « Ça vient de quelque chose de politique, et là, il faudrait bien tourner quelques objectifs généraux en compétences. » Alors là, je trouve que c'est pas très, très fort. Donc, un petit passage sur des raisons qui incitent au changement. Et la première catégorie de raisons, c'est sur des raisons qui ont trait aux formations offertes en milieu universitaire. Donc, celles qu'on offre maintenant. Et il y a énormément de recherches, entre autres, dans le domaine de l'enseignement ou de la formation des enseignants qui ont documenté ça. Il y a d'autres recherches aussi, mais celles-ci ont documenté ça fortement. Puis, vous allez trouver là parfois des éléments ou des liens avec les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Une première raison, c'est les apprentissages que les étudiants font dans nos formations très fractionnantes ou morcelantes sont des apprentissages qui sont peu significatifs et des apprentissages qui sont peu transférables. Moi, j'ai entendu souvent, notamment dans des écoles d'ingénierie, des ingénieurs qui avaient 2 années de base mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez. Et quand ils commençaient des projets en 3e année, ils disaient « Diable, c'est comme si les étudiants n'avaient jamais appris quelque chose en mathématiques. Il y en a qui disaient on doit recommencer ou on doit faire quelque chose. » Le problème n'est pas tellement que les étudiants n'ont pas appris. Le problème est que les étudiants ont appris quelque chose de théorique qui est resté théorique. C'est ancré nulle part. C'est contextualisé dans aucun problème, aucune réalité d'ingénierie. Pour parler des ingénieurs, c'est un peu normal que ça soit pas vraiment significatif et pas vraiment transférant. Disons, pour sortir de ça, et juste vous donner un exemple, supposons qu'on estimait dans cette université, non, je ne les connais pas, une université qu'il faut que les professionnels que nous formons aient des cours en
sur la communication, parce qu'on trouve que interagir avec le patient, le client, l'élève, tout ça, c'est fondamental, et que l'université a des problèmes budgétaires importants. Ça fait que le recteur, s'il comprend bien la manière dont on morcelle nos trucs, il pourrait m'engager, moi, si j'étais un grand expert de la communication, pour enseigner la communication à 1500 personnes. Parce que je fais quelque chose, je présente des informations. Mais dans la salle, moi, je donne des cours théoriques, émetteurs, récepteurs, bruit dans la communication, machin comme ça. Mais dans la salle, il y a des gens qui sont dans une formation en droit. Il y a des gens qui sont dans une formation en enseignement. Il y a des gens qui sont dans une formation en médecine. Il y a des gens qui sont dans une formation en soins infirmiers. Puis il y a des gens qui sont dans une formation en fiscalité. Pensez-vous honnêtement que ces 1500 personnes vont pouvoir contextualiser mes théories si bien présentées sur les PowerPoint à des réalités concrètes qui vont leur permettre d'expliquer des phénomènes? Et ça, c'est un peu, je prends cet exemple qui est un peu excessif, mais qui n'est pas faux, et c'est la limite de nos enseignements qui ne sont pas contextualisants, ou on pourrait dire autrement, qui ne permettent pas aux étudiants d'ancrer des connaissances concrètement dans des réalités. Pourquoi tant d'universités se sont dirigées dans les facultés de médecine vers l'apprentissage par problème? C'est justement pour ce que j'essayais d'illustrer avec mon exemple sur la communication. Les étudiants n'ancraient pas les connaissances qu'ils apprenaient ou n'utilisaient pas les connaissances qu'ils apprenaient dans des problématiques de médecine ou de santé dont prend en charge le médecin. Une autre, ça rejoint une erreur. Les apprentissages sont essentiellement théoriques et fortement disciplinaires, alors je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Et puis ici, quelque chose qui est important, mais on est toujours dans les limites de la formation. Ça veut dire, l'étudiant a fait une formation dans ce milieu-là et on dit, au terme de la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est important. C'est un très faible développement de compétences qui sont relatives à la résolution, surtout à la résolution de problèmes complexes, de problèmes flous et de problèmes qui présentent des enjeux éthiques. C'est un peu normal aussi parce qu'on enseigne la théorie, puis après, on demande à l'étudiant d'appliquer les théories, mais on aseptise, si je peux prendre un mot de la médecine, on épure les questions, les cas, les problèmes qu'on leur présente. Et très souvent, c'est le dernier semestre ou dans les derniers moments de la formation où l'étudiant ou l'étudiante est confronté à des problématiques très complexes, mais surtout des problèmes flous, parce que par rapport à un problème flou, on a bien documenté que l'étudiant doit se représenter le problème, il doit faire une analyse systématique du problème et ancrer ou attacher la solution à cette représentation. Et puis, une dernière raison, qui est vraiment importante, c'est avec nous, les étudiants n'auraient pas vraiment développé la pensée critique. Très important, la flexibilité par rapport à des points de vue contradictoires, surtout par rapport à des interprétations multiples. Et il y a même des gens, ce monsieur Schoen, qui a tant travaillé sur la pensée réflexive, sur la réflexion dans l'action, lui disait... Vous savez, quand vous formez les professionnels comme ça, de la théorie à la pratique, lui, il disait que c'était de la rationalité technique, mais c'est une traduction de l'anglais. Mais c'est pas le mot qui m'intéresse, c'est la conséquence. Et lui, il disait, vous formez souvent des professionnels qui ont une pensée algorithmique. Et des gens qui n'ont pas des points de vue pluriels et tout, ils ont une manière de faire, ils répètent cette manière de faire, et c'est pas vraiment des gens qui arrivent à innover, ils arrivent parfois à le faire, mais c'est pas le premier mouvement, innover quand on est confronté à des limites importantes. Alors voilà pour ce tour d'horizon. Maintenant, on est toujours dans les raisons qui incitent au changement. Ça concerne les étudiants cette fois-ci, je mets tout ensemble, voilà. Alors, entre vous et moi, le passage à l'université, ça devrait être un passage euphorique. Parce que les étudiants, d'abord, il y en a quoi, 20% ou 30% des étudiants qui vont à l'école primaire et secondaire qui y viennent. Dans certains pays, c'est un peu moins. Et puis, c'est leur projet professionnel, c'est un projet de vie, mais on observe que
souvent le niveau de motivation et d'engagement est assez bas. On m'a raconté, moi, que dans des facultés de médecine où il y a des cours ex cathedra, parfois ils disent, bon, toi, tu y vas aujourd'hui, puis tu vas nous le présenter, nous, on va prendre tes notes, et puis après, moi, j'irai la semaine prochaine, et tu pourras faire autre chose. Alors, pour faire ça, ça veut dire qu'un étudiant n'est pas nécessairement engagé, ou il n'y a pas la même définition de l'engagement que moi. Et puis, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est une baisse de la motivation au fur et à mesure de la formation. Et ça, très important à noter aussi, l'apprentissage par problème, ça existe depuis longtemps. Et il y a actuellement 3 méta-analyses qui documentent qu'est-ce que ça donne en médecine, l'apprentissage par problème et tout. Et on note dans ces recherches que si on fait l'apprentissage par problème d'une manière qui est théorisante, après une année ou 2, les étudiants trouvent que l'apprentissage par problème, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme un somnifère. On réfléchit au problème, on pose des objectifs, on s'en va chez soi, on revient, on dit ce qu'on a appris, puis on recommence encore le scénario. Et donc, c'est pas parce qu'on a fait une innovation que ça a créé la motivation en soi. Au début, ça peut la créer, mais il faut toujours être préoccupé par le sens, et je vais parler de ça tout à l'heure, le sens que l'étudiant va donner aux apprentissages et à sa formation. Et la dernière raison, une attribution limitée de sens aux apprentissages, mais je ne vais pas insister davantage parce que j'aurais, à mon avis, travaillé là-dessus tout à l'heure. Alors, je suis rendu c'est la dernière catégorie des raisons et ensuite on passe à quoi ça ressemble apprentissage par problème, une approche par compétence. Alors, ces raisons-ci sont... et je pourrais ne pas en parler finalement parce que je suis convaincu que vous êtes très consciente ou très conscient de ça. Des raisons qui concernent la société de demain. Une première raison, mais qui était aussi dans d'autres dias, des problématiques de plus en plus complexes qui nécessitent des représentations exhaustives et nuancées. Alors, je ne vais pas recommencer mon discours pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, mais vraiment des problématiques pour lesquelles on n'a pas de solution préexistantes ou des solutions prescrites. Il peut en avoir de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment fréquent. Et aussi des problématiques qui requièrent des solutions pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Et il y a un certain nombre d'écrits, un certain nombre de recherches qui disent si vous venez d'une formation qui a tout morcelé par discipline, ça serait assez étonnant que sans aucun soutien, vous arriviez à proposer des solutions qui sont marquées par un très fort degré ou très fort niveau de transdisciplinarité. Maintenant, je suis conscient qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent l'interdisciplinarité, la multi et la trans. Alors, je ne voudrais pas m'embarquer dans ça parce que c'est pas ma tasse de thé, mais je suis assez convaincu que c'est une intégration de plusieurs disciplines qui permet de trouver les solutions les plus importantes. Et puis, 2 autres raisons, ensuite on passe à un autre élément, des problématiques éthiques fréquentes et multidimensionnelles. Et ici, quelque chose qui répond à aucune norme de présentation PowerPoint, mais que je vais essayer de détailler avec vous. Et je voudrais notamment insister sur ça ici et sur les compétences cognitives. Alors, compétences relationnelles. Quand on voit des gens qui travaillent sur des référentiels de compétences de professionnalisation, ils ont tous envie de mettre dans ça le travail en équipe, la communication avec l'autre. Entre autres, j'étais lundi à Grenoble dans les écoles d'ingénieurs et puis eux, ils disaient c'est vraiment fantastique parce que quand on pose aux ingénieurs, aux boîtes qui engagent les ingénieurs, est-ce que vous trouvez qu'il y a des problèmes? Oui. Et le problème numéro 1, la communication ou le travail en équipe. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment très bien réussi là. Et dans le fond, ces compétences relationnelles sont vraiment extrêmement importantes. On a tous dans la bouche le mot interdépendance professionnelle, la compréhension de l'autre et tout. Ça n'a pas l'air inné chez toutes les personnes qui se passent à l'université, ce truc-là. Et ça, quelque chose d'important, des compétences cognitives, donc sans tomber en bas, distinguer l'essentiel et le périphérique, les faits, les opinions, extrêmement important, les données valides et les données
erronée ou tronquée, notamment quand on pense que plein de gens, il y a des gens qui prenaient des notes, plein de gens maintenant recourent à Internet, à des bases de données et tout, et souvent ils ne sont pas vraiment outillés pour déterminer, mais est-ce que c'est vraiment des données qui sont valides? Est-ce que il pourrait pas y avoir là des billets ou certaines erreurs? Donc, c'est vraiment important que nous travaillons là-dessus et on estime que dans la société de demain, ça va être de plus en plus important. Voilà. Maintenant, les raisons, les erreurs, les analogies et tout, ça m'intéresse de dire quand on est dans le paradigme de l'apprentissage et quand on est dans une approche par compétence, oh mon Dieu, c'est parce que moi je le vois et vous ne le voyez pas. Voilà. Quelques indices quant aux situations cohérentes, aux situations d'apprentissage cohérentes avec la logique des formations axées sur le développement de compétences. Vous avez probablement noté que depuis ma 3e diapositive, je ne parle jamais d'enseignement. Ça m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je parle d'apprentissage et de situations d'apprentissage. Je suis vraiment extrêmement préoccupé par les apprentissages que font les étudiants, par l'évaluation que nous faisons de leur parcours. Et je pense qu'il y a plusieurs modalités d'enseignement, mais discuter de l'enseignement comme moyen d'intervention en soi, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais en discuter après sur qu'est-ce qu'on fait, étant donné les situations d'apprentissage, là, je suis d'accord pour investir là-dessus. Alors, une première condition, je vais vous donner un exemple et après, je vais revenir à ça. Dans l'université de Sherbrooke, c'est une université fort intéressante parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et j'y suis resté longtemps, parce que j'ai quitté maintenant, parce que c'est un lieu où on pouvait avoir de l'audace, on pouvait mettre en place de l'innovation. Entre autres, ça fait 28 ans qu'à la faculté de médecine, il y a apprentissage par problème. Alors, ça fait longtemps que ça vit. Et dans 2 programmes, et c'est ça que je vais parler un petit peu, dans 2 programmes de la faculté de génie électrique et génie informatique, il y a vraiment, ces programmes sont vraiment configurés compétences. Et donc, je vais prendre 4-5 minutes pour parler de ça parce que je vais ensuite baser mes situations d'apprentissage là-dessus. Alors, si vous allez dans ces programmes-là, souvent les gens disent « Ah, mais pour faire ça, ça prend un petit nombre d'étudiants parce que vous allez voir ce qu'ils font. Ils en ont 200. » Alors, c'est pas le petit nombre, là, ils ont 200 étudiants à chaque année et la formation dure 4 ans et ça veut dire 8 semestres. Les étudiants, durant 8 semestres, mais nos semestres durent 15 semaines, durant 8 semestres, vont concevoir 7 projets. Le premier projet est le seul qui est déterminé par l'équipe de profs et imposé aux étudiants. Les autres projets sont des projets choisis par les étudiants, mais acceptés et entérinés, je peux le dire comme ça, par les professeurs. À côté de ces projets, il existe une autre chose, des apprentissages par problème pour les mathématiques. Après, vous cherchez autre chose, il n'y a rien. Alors, les étudiants, ça veut dire que les étudiants font leur formation à partir de projets. Ils apprennent les connaissances qui sont nécessaires, puis c'est deux formations initiales, génie électrique, génie informatique. Ils apprennent ça dans le cadre de projets. Ça existe depuis 6-7 ans, plutôt 7 que 8. Alors là aussi, on a documenté qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça permet aux étudiants d'apprendre comparativement au programme avant, parce qu'avant, ils avaient les années de base, les troncs communs et tout. Alors, si vous avez cet exemple-là en tête, les situations d'apprentissage sont authentiques. Ça veut dire c'est une formation en médecine, c'est des problèmes qui intéressent les médecins. C'est une formation en psychologie, c'est des problèmes ou des situations qui intéressent les psychologues. C'est une formation en économie, c'est des cas qui intéressent les économistes. Et voilà, on peut continuer comme ça. Donc, si on voulait être le maximum cohérence avec les programmes par compétences,
nos situations d'apprentissage seraient caractérisées par un très, très, très haut degré d'authenticité, mais le plus fréquemment possible. Et puis, deuxième élément, et ça reprend un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les situations d'apprentissage seraient caractérisées par un très haut degré de transdisciplinarité. Voilà pourquoi c'est économique pour moi d'avoir parlé des ingénieurs, parce que les projets que les étudiants conçoivent, franchement, ils ne sont pas monodisciplinaires, là. Ils sont transdisciplinaires. Et puis, je ne sais plus s'ils le font maintenant, mais je pense que c'est le cas. Ils donnaient, dans les premières années, le problème suivant aux étudiants. Vous devez concevoir un jouet robot pour des enfants autistes. Et dans 15 semaines, il y a des vrais enfants autistes qui vont jouer avec. Vous avez intérêt à ce qu'ils ne tombent pas dès le premier mouvement. Et puis, il y a des vrais ingénieurs qui vont évaluer votre projet. Votre bien livrable, si je parle comme un ingénieur. Et donc, mais ces étudiants-là, ils n'ont pas 50 ans, là. Ils ont 19 ans, ils entrent à l'université, et puis ça fait partie de leur premier semestre de formation. Alors donc, on voit dans ça qu'il y a un très, très haut degré de transdisciplinarité. Ici, si vous connaissez Piaget, pensez à Piaget, ça nous rendrait service et ça nous reposerait. De ce fameux Piaget, on a appris que si quelqu'un n'est pas confronté à un conflit cognitif ou à quelque chose qu'il pensait vrai, puis il réalise que c'est pas vrai, ou à un déséquilibre cognitif, il réalise que, mon Dieu, il y a quelque chose que je ne sais pas et que je devrais savoir. C'est ça qui est le meilleur déclencheur de l'apprentissage. Alors, c'est difficile avec autant de monde de savoir si vous connaissez l'apprentissage par problème, mais je suppose que oui. Mais disons, 30 secondes, l'apprentissage par problème, l'exemple typique qui est toujours donné, médecine, les étudiants, le lundi, avant midi, se réunissent. Ils sont 12 avec un tuteur, un prof qui est devenu tuteur. Ils analysent un problème, ça dure 1h30, ils analysent un problème de santé que le médecin va devoir résoudre dans sa vie. Et au terme de l'heure 30, ils ont déterminé avec le tuteur qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine. Et puis, à Sherbrooke, ça se passe comme ça. Et puis, le vendredi matin ou le vendredi après-midi, ils reviennent en ayant appris, en exposant devant tout le monde, souvent par des cartes conceptuelles, des mind maps ou des cartes sémantiques, quels sont les apprentissages qu'ils ont faits. Alors ça, c'est un excellent exemple de déséquilibre cognitif. Qu'est-ce que le tuteur fait? Il présente un problème et il sait qu'aucun étudiant ne peut comprendre ce problème, encore moins le résoudre. Et l'apprentissage qui est enclenché à la suite de ce problème-là, c'est pour pouvoir résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il fait le vendredi? C'est de dire aux étudiants, étant donné ce que vous avez appris, est-ce que vous pouvez résoudre le problème? Qu'est-ce que vous avez compris? Et si vous avez compris, quelle solution proposeriez-vous à ce problème-là? Et donc, on voit dans cette dynamique apprentissage par problème que les gens qui mettent ça en place, ils sont préoccupés par créer un déséquilibre cognitif pour enclencher un changement. Et puis l'apprentissage, c'est l'atteinte d'un nouvel équilibre. Si on veut exagérer un peu, disons, c'est beaucoup plus motivant et passionnant qu'un objectif qu'on énonce, puis en disant en dessous, ça c'est le 1, ensuite c'est 1.1, 1.2, 1.3, et puis on regarde ça assez froidement en disant, voilà ce qu'on va nous proposer comme enseignement. Alors, mais encore là, pensez au curseur, pensez comment on le bouge et tout. Pour continuer dans ça, quelque chose d'important et qu'on ne voit pas souvent quand le curseur est plus vers les objectifs, des situations d'apprentissage qui obligent les étudiants à réfléchir dans l'action et sur l'action. Là, je fais des sauts dans mon montage. Quand on est dans un programme par objectif ou par discipline, et là, je vais parler d'évaluation des apprentissages durant 5 minutes. Quand on est là, on observe que c'est le professeur qui dit, mais dans tous les cas, on cherche, j'aimerais bien que vous entendiez bien le mot que je vais dire, on cherche des
preuve de l'apprentissage. L'évaluation, c'est ça. On dit, ça, je vais vous faire un examen, vous allez me montrer les preuves de votre apprentissage, puis je vais dire, ça vaut, 14. Vous allez faire un travail, c'est une preuve, je vais regarder ça, je vais dire, 12. Alors, voilà. Mais le mot preuve, je l'ai amené avec moi sur mon continuum. Alors, ici, par objectif, c'est le prof qui crée des examens, QCM ou patient simulé, réponse bref, peu importe ce que vous voulez, un travail à faire. Et tout est déterminé par le prof, et c'est le prof qui, en plus, évalue, corrige ça, et puis dit, voilà ce que ça vaut. L'évaluation entre vous et moi, c'est un jugement. C'est une estimation de quelque chose. Et quand je dis à quelqu'un, vous avez 16, moi, je pense que c'est l'expression de ce qu'elle a appris ou de ce qu'il a appris. Quand on est 100%, quand on a poussé le curseur vers les compétences, c'est l'étudiant qui doit fournir les preuves de son apprentissage. Et c'est pour ça que ces gens-là disent, nous allons demander aux étudiants de faire un dossier d'apprentissage ou un portfolio ou quelque chose comme ça. Et dans ce portfolio ou ce dossier d'apprentissage, nous allons demander à l'étudiant de faire une auto-évaluation pour documenter son parcours. Et ça, il y a franchement des lieux qui se font, des endroits où on fait cela. Et si vous avez des doutes sur l'existence des portfolios, alors tapez portfolio ou dossier d'apprentissage sur Internet, vous allez avoir des heures et des jours de lecture à faire. Puis on fait même ça dans les écoles primaires. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est le portfolio ou le dossier d'apprentissage oblige l'étudiant à réfléchir dans l'action et sur l'action. Puis, entre autres, j'ai insisté beaucoup sur l'auto-évaluation de l'étudiant ou l'autorégulation. Mais encore là, ayez en tête le curseur qu'on déplace, et puis, selon qu'on déplace, si on parle d'évaluation des apprentissages, selon la position du curseur, c'est vous, comme prof, qui faites les efforts pour construire des outils d'évaluation, vous faites des consignes et tout, ou bien ici, c'est l'étudiant qui construit le dossier, vous le présente en disant, voilà mon évolution ou mon parcours. Ce qui est intéressant qu'on ne voit pas souvent aussi, c'est des situations d'apprentissage qui, j'avais envie de dire, obligent, mais je m'y permets, aux formateurs de rendre explicite leur expertise professionnelle. Ces étudiants en génie à Sherbrooke, génie électrique, génie informatique, ils adorent que le professeur se penche sur un problème avec eux puis disent, vous savez, moi, comme ingénieur, j'aurais pensé à ça et tout, ou bien, même si c'est pas l'ingénieur, moi, comme mathématicien, je trouve que vous pourriez réfléchir à ces équations intégrales différentielles. Là, j'arrête, je ne sais plus quoi dire, mais en quoi c'est utile pour vous, ces apprentissages-là. Et pourquoi j'ai parlé du mathématicien? Parce que le danger, c'est de dire, dans la professionnalisation, c'est juste le professionnel. Si on est en médecine, c'est juste les médecins qui peuvent le faire. Ou si on est en enseignement, c'est juste les enseignants. Ou voilà. Donc, puis on sait bien que les corps professoraux ne sont pas composés comme ça. Et un autre élément très important, mais vous m'avez entendu parler de parcours, de trajectoire, des situations d'apprentissage qui permettent aux formateurs de fournir de la rétroaction sur ça ici, sur l'évolution de la formation de l'étudiant. On est dans une logique de parcours vidéographique, on n'est pas dans une logique photographique, et on essaie de créer le maximum de contexte ou le maximum d'éléments pour avoir... je savais qu'elle allait me faire le coup. Voilà. Pour pouvoir transmettre l'information. Maintenant, une petite diapositive sur laquelle je vais passer un certain temps, parce que il y a des gens qui pensent que si on va dans les approches par compétences, c'est des programmes qui ne sont pas préoccupés par les connaissances. Et là, c'est vrai, là, c'est pas une caricature. Dans la bouche ou dans la main des journalistes québécois qui ont parlé longuement et de façon extrêmement négative des approches par compétences au primaire et au secondaire, ils ont régulièrement écrit, ce sont des programmes qui nivellent par le bas.
Et quand ils parlaient de nivelle par le bas, ça voulait dire c'est des programmes qui ne développent pas les connaissances. Et je ne voudrais pas être naïf et penser que ce n'est pas une opinion partagée. Alors, pour moi, c'est important d'insister sur les programmes par compétences sont des programmes qui requièrent énormément de connaissances, mais la raison ou les raisons pour lesquelles les connaissances sont si importantes, c'est pour planifier l'action, c'est pour mettre en place des actions et pour réfléchir sur l'action. Alors, il y a une très grande préoccupation qui est, écoutez, si vous voulez travailler dans une logique de compétences, vous allez être obligé de travailler sur les usages pluriels des connaissances que les étudiants développent avec vous, et vous aurez d'autant plus d'influence que vous penserez à ces usages pluriels dans des moments de planification, dans des moments d'action et dans des moments de réflexion. Alors, mais j'aurais pu aller plus loin dans les programmes par compétences, notamment au primaire et au secondaire, mais dans les dérives des programmes par compétences, dans ces ordres d'enseignement, il y a très souvent cette pensée que dans les compétences, on néglige, on sous-estime, on sous-pondère les connaissances, alors que pour moi, c'est pas du tout le cas. Donc, pour ramasser tout ça, et puis on pourrait aller encore plus loin là-dessus, on pourrait dire que si on tient compte de toute cette logique-là, souvent, quand on parle de ces programmes-là, on parle études de cas, apprentissage par problème, apprentissage par projet, recherche, stage ou des choses comme ça. Mais bon, moi, quand je vous parle, je place mon curseur ici, là. Je le place pas au milieu. Donc, puis quand je vous donne des exemples, j'essaie de prendre des exemples qui sont là. Et quand je parle d'évaluation, je place mon curseur là également. Alors, voilà. Où est Christophe? Ah! Je peux arrêter là et ouvrir le débat, et je peux poursuivre, mais je crois que... je suis persuadé que je vais partager avec vous l'essence de... et ce que je voulais parler par la suite, c'est les transformations, mais c'est pour moi plus important de vous donner la parole, quoi. Merci Jacques pour cette présentation. J'avais 3 petites questions qui ont pour objet que tu lèves des objections que je pourrais voir poindre chez certains. Donc, par rapport à ta présentation, j'ai une première objection qui est très rapide, c'est qu'effectivement, ça a l'air extrêmement intéressant, extrêmement stimulant, mais pour l'enseignant, ça représente beaucoup de travail. Je te donne les 3, puis après tu verras. Donc ça représente beaucoup de travail. Est-ce que c'est réaliste? Voilà, ça a l'air énorme. Deuxième objection, c'est parce que ça m'étonne que tu ne l'aies pas abordé, parce que je pense que c'est quelque chose, en tout cas, il me semble que dans l'université française, c'est quelque chose qui devrait être abordé souvent, c'est que cette approche par compétence donne l'impression qu'on brade la pédagogie, parce que la compétence, ça fait très monde de l'entreprise, et que finalement, c'est l'introduction, c'est le monde de l'entreprise qui s'approprie finalement le métier des enseignants, et donc les enseignants deviennent inféodés au monde de l'entreprise. Et troisième... là, ce n'est pas une objection. Du coup, c'est quelque chose qui permettrait peut-être de lever l'objection sur le travail. Comment faire un référentiel de compétences? Qui fait ce référentiel de compétences? Est-ce qu'il y a des référentiels de compétences qui existent déjà? Parce que, justement, le travail paraît énorme. S'il existe des choses auxquelles on peut faire référence, du coup, on peut gagner du temps. Voilà. Alors, je vais commencer par la dernière, parce que c'est pas une objection, c'est... il existe de plus en plus de référentiels de compétences. Alors, Dieu soit loué, parce que c'est pas facile de faire des référentiels de compétences. Et puis, moi, là, je touche la deuxième partie aussi. Si on fait un référentiel de compétences pour répondre à des boîtes, moi je le dis comme ça, mais des entreprises qui vont engager les étudiants, je trouve que ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine parce qu'on va réfléchir à l'insertion professionnelle des gens. Mais
Et donc, je reviens au référentiel. Le référentiel, s'il n'existe pas, et même s'il existe, il doit être fait par une équipe de formateurs. Il doit être validé, mais je sais que je dis « doit » consciemment, il doit être validé par des experts de la profession. Et il doit revenir aux formateurs, parce que c'est les formateurs qui vont placer dans le référentiel quelque chose qui est d'abord, qu'est-ce que c'est l'avenir de la profession? Ce serait quoi dans 10 ans ou dans 15 ans, si on peut aller jusque-là, ou dans 20 ans? Et donc, faire en sorte que le référentiel ne soit pas une copie de ce qu'on a besoin demain dans des entreprises. Et donc, mais je ne crois pas vraiment que c'est les entreprises qui peuvent faire ça, parce que c'est les formateurs qui ont cette réflexion sur mais demain et après-demain. En tout cas, c'est nous qui devrions l'avoir. Donc, cette étape de validation est cependant pour moi très, très, très importante, parce que c'est une espèce de principe de réalité, quoi. Et puis, le deuxième, j'espère, le troisième, c'était facile parce que c'était une solution. Le deuxième, j'ai touché rapidement, mais je dirais, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et ici, même pas non, là, mais dans la France, c'est quelque chose qu'on entend encore plus souvent. Ça sent le pragmatisme nord-américain, ou ça sent l'utilitarisme anglo-saxon, ou ça a une odeur comme ça. Et puis, pour moi, par exemple, si vous dites que moi, je pense aux ingénieurs génie électrique, génie informatique à Sherbrooke. Moi, quand j'ai vu la première cohorte qui a conçu des jouets robots pour les enfants autistiques, non, mais autistes, moi, je pensais qu'il y avait 50 carrières, ces gens-là. J'ai pas pensé que c'était des jeunes gamins qui sortaient, ou des jeunes gamines qui sortaient du collégial. Et puis, ce que ça nous a mis dans la figure, c'est comment... ça, c'est un défi. Comment chaque production est tellement différente de l'autre. Et nous, comme profs, c'est de dire comment pouvons-nous avoir des critères qui prennent en compte les différences individuelles dans la création, la conception de ces jouets robots-là. Et ça, c'est un très bon défi pour l'évaluation, parce que on est bien à l'aise avec... QCM ou réponse brève pour noter, mais dès que ça devient un peu plus complexe, on n'a pas, je pense, beaucoup d'expérience dans le développement de critères. En tout cas, on a besoin d'en développer. Donc, je dirais que, pour moi, les compétences, ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, dans le domaine de la santé, les infirmières ou les soins infirmiers, on en voit, il y a beaucoup de programmes qui travaillent par ça, même elles disent, c'est vraiment estomaquant comment les étudiants analysent différemment la situation de santé. Ils font des propositions qui parfois sont étonnantes, auxquelles on n'avait pas vraiment pensé, mais qui sont judicieusement appuyées sur des connaissances. La première est, c'est peut-être le coût du changement, mais les exigences du changement. Le premier tour de roue, ou le premier cycle de vie du programme, mettons, vous avez une formation qui dure 3 ans, ou vous avez des masters dans ça, 4 ou 5, c'est toujours plus coûteux en termes d'énergie, parce que, mettons, si vous étiez dans la logique des situations d'apprentissage que j'ai présentées là, il faut bâtir les situations d'apprentissage, et il faut réfléchir aux problèmes, aux cas, ou peu importe l'orientation que vous prenez. Et puis, il y a quelque chose auquel on doit être extrêmement attentif. Je m'excuse. Pourtant, j'ai appris de ma mère qu'il ne faut pas faire ça, mais elle disait qu'il ne faut pas se promener les doigts dans le nez devant les gens. Mais j'ai perdu mon idée. Ah, il faut, oui, voilà, je l'ai. Il ne faut pas que je parle de ma mère, quoi. Je dirais que je vais citer Philippe Pernoud, OK? Philippe Pernoud, Genève, c'est tout près de chez vous. Lui, il a fait un certain nombre d'observations, puis il a écrit un livre, mais ça fait déjà un certain temps. Et je crois que le vrai titre du livre, c'est « Le métier d'élève ». Des élèves, au primaire et au secondaire. Et son livre a comme 300 pages ou quelque chose comme ça. Mais moi, quand j'ai fermé le livre, et là, j'ai parlé comme un Français, parce que les Québécois disent pas ça, ou comme un Suisse, je me suis dit, ça, c'est incroyable.
Le métier d'élève, c'est redire ce que la maîtresse veut entendre. C'est tout. Et puis, c'est comme si l'étudiant est formaté pour dire « Ah, c'est important ce qu'elle a dit », ou à l'université, l'étudiant dit « Ah, le prof s'est excité un peu, ça doit être une question d'examen, ici il était zen, puis ça doit être périphérique et tout ». Il y a des gens qui sont très bons dans ça. Et donc, maintenant, vous imaginez apprentissage par problème, là. Et puis vous dites aux étudiants, quand vous allez revenir après 4 jours d'apprentissage, vous allez déposer devant tout le monde la carte conceptuelle de vos apprentissages. Puis nous tous allons discuter de ça. Ça ne fait pas partie du métier d'élève, là, parce que là, il n'y a rien que la maîtresse voulait savoir, là. C'est juste ce que vous avez pensé. Et c'est tellement exigeant qu'il faut donner une formation aux étudiants. Et il faut aussi donner une formation aux profs si votre curseur va très loin comme ça. Mais ce n'est pas des longues formations, mais c'est juste dire, vous étiez, mettons, je place mon curseur ici. Vous étiez un prof qui planifiait l'enseignement. Vous aviez prévu faire le tour de tout un champ disciplinaire donné. Vous avez fait une séquence des présentations avec vos objectifs d'apprentissage. Et donc, vous étiez un très bon conférencier. Vous aviez des exemples et tout. Et dans le fond, l'avenir qui était devant vous était prévisible, dans le sens que si vous avez donné le cours 2-3 fois, vous savez à peu près les questions que les étudiants vont poser. C'est pas mal. Mais quand vous vous mettez apprentissage par problème ou apprentissage par projet, c'est encore pire, mais les étudiants arrivent avec toutes sortes de choses auxquelles vous n'avez même pas pensé. Et la posture que vous avez n'est pas une posture d'enseigner quelque chose, mais moi, je prends ce que lui me propose et je suis quelqu'un qui valide les apprentissages qu'il a construits. Alors ça, entre vous et moi, c'est un travail tellement différent qu'il faut donner un soutien au prof en disant ben, comment vous faites ça? Mon Dieu, je réponds longuement à votre question, mais à Maastricht, c'est une université quand même où il y a beaucoup d'apprentissage par problème. Je pense que tous les programmes ont apprentissage par problème. Et il y avait là, il a changé d'université, mais quelqu'un, un psychologue, Hank Schmidt, qui faisait beaucoup de recherches. Et dans un des derniers articles, ou avant-dernier qu'il a publié, c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme s'il documentait comment, très lentement, en étant bon, les profs tuent l'engagement de l'étudiant. Donc, j'utilise des mots conscients là. Et ce que les profs font, c'est, par exemple, dans l'apprentissage par problème, c'est vraiment, les étudiants exposent ce qu'ils ont appris, le prof discute avec eux, et puis il y a quelqu'un dans le groupe qui fait des synthèses, c'est l'étudiant qui est des étudiants, puis bon, le prof valide les connaissances. Mais il y a des profs qui sont, ben, si vous n'avez jamais fait ça, la première fois que vous allez faire ça, vous allez dire, c'est long en diable, ça. Et puis, il y a des profs qui disent, ben écoutez, on va régler le problème, je vais vous donner une petite capsule de 2 minutes. Mais la petite capsule de 2 minutes, d'enseignement théorique, la session suivante, c'est 5. Et après, mais les étudiants cessent de lire. Ils attendent que le prof livre quelque chose, mais ils disent au prof, vous parlez vraiment clairement, vos schémas sont magnifiques, est-ce que je pourrais avoir une copie de votre PowerPoint? Et là, vous essayez de parler théoriquement de l'engagement des étudiants, mais donc, j'ai profité de votre question pour parler de conditions de mise en œuvre ou conditions de mise en place. Oui, bonsoir. J'avais une série de questions qui sont très corrélées. Est-ce que vous savez ce soir quels sont nos apprentissages? Est-ce que nous avons développé des compétences ce soir? Voilà. Et pourquoi avez-vous fait ce choix de présenter votre intervention, il me semble, plutôt du côté du paradigme de l'enseignement plutôt que de celui du paradigme de l'apprentissage, ou d'autres questions qui sont liées? Est-ce que c'est pas maintenant dans nos pratiques professionnelles qu'il faudrait, dans nos stages finalement, ce qu'on dénonçait tout à l'heure, qu'il faudrait aller valider ce qu'on a peut-être appris ce soir? Parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce qui est dit et j'espère dans mes pratiques professionnelles le mettre en œuvre depuis un certain temps.
J'espère. Mais voilà, ce soir, pourquoi ce choix? Vous avez répondu en partie. Visiblement, nous n'avons pas validé de compétences nouvelles ce soir. Pourquoi? C'était l'occasion. Ben, c'était pas le mandat qu'on m'avait donné. On m'a pas demandé d'être quelqu'un qui développe des connaissances ou des compétences avec vous. On m'a demandé, enfin, à moins que j'ai mal compris la demande, on m'a demandé d'être quelqu'un qui donne de l'information, qui donne une information documentée, argumentée, et qui permette à des gens de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait dans l'enseignement, est-ce qu'on pourrait faire autre chose. Même moi, honnêtement, j'ai pas avec vous, par rapport à vous, une intention que demain matin, chaque personne ait poussé son curseur quelque part. Ce serait, je pourrais penser que, bon, s'il y en a quelques-uns qui le font, c'est bien, mais honnêtement, pour moi, nous ne sommes pas ici dans une situation d'apprentissage et je me place dans la peau de quelqu'un qui transmet des informations en pensant qu'avec quelques exemples, quelques excès, ça permet de créer un petit déséquilibre. Est-ce que ce que vous venez de dire à l'instant ne pourrait pas être valide dans l'enseignement supérieur? Un prof qui pense que venant devant ses étudiants, il transmet un certain nombre d'informations et que ses étudiants sont libres d'en faire ce qu'ils en souhaitent. Pourquoi dans un cas c'est une pratique souhaitable et dans un autre cas, voilà, pourquoi passer d'un pôle à l'autre, d'un paradigme à l'autre? Ah ben mettons, OK. Ben, c'est très intéressant votre intervention, mais mettons moi, par rapport aux étudiants avec lesquels je travaille, on n'est pas dans ce contexte-là. Là. Et puis, si vous m'aviez demandé quelles sont les intentions que j'ai par rapport à vous, quelles sont les intentions d'apprentissage, ben, j'en ai pas. Mais si vous me demandez, quand je travaille avec les étudiants, quelles sont vos intentions d'apprentissage, je suis désolé, j'en ai plusieurs. Là. Alors, pour moi, c'est pas... Non. Mes intentions, ben je l'ai dit, c'est de vous donner... C'est vous donner... Non, mais c'est de vous donner de l'information et puis que cette information, j'espère, je cherche des exemples pour que ça fasse sens pour vous. C'est de démarrer un processus dans l'université, c'est-à-dire que c'est filmé, ça sera remis sur le serveur de l'université. Et si ensuite il y a des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, s'ils sont intéressés par la démarche, par le parcours, on pourra refaire revenir Jacques et travailler avec les gens qui sont dans cette salle on déclenche un processus. Ah. Autre question de côté. Tu veux répondre? En fait, Jacques Tardif est invité aujourd'hui grâce au réseau Pensera, qui est le réseau des conseillers pédagogiques en Rhône-Alpes. Et on avait fait la demande à Jacques de venir justement présenter la démarche par compétences au sein de Lyon 1. Ça n'a pas été la demande pendant tous les établissements de la région Rhône-Alpes. Il y en a certains qui sont déjà un peu plus avancés aujourd'hui. Et du coup, il a accompagné aujourd'hui les enseignants de l'ENSAL, tu me confirmeras. Et il y a eu un travail, toute l'équipe, et il y a eu des travaux aussi avec l'université de Grenoble ou l'école d'ingénieurs. Voilà, c'était la demande qu'on lui a fait aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas au même point, et il n'y avait pas de demande d'équipe enseignante pour travailler sur le référentiel de compétences ou la démarche par compétences. Bonsoir. J'ai une question un peu pratique à partir de ce que vous avez développé. On essaye en 3e cycle de médecine générale à Lyon de travailler et de mettre en place un programme d'enseignement, qui n'est pas de l'enseignement, mais fondé sur le développement des compétences en médecine générale. Et une difficulté qu'on a, enfin que moi je trouve qu'on a en tant que coordonnateur, c'est comment on peut inférer à partir des cas et des situations d'apprentissage, comment on peut inférer l'acquisition de compétences. Ben, si je reviens à... Ben, attendez, je vais commencer autrement. On peut dire, cette histoire de compétences, la compétence, on ne pourra jamais voir toutes ces manifestations. Donc, on pourrait penser que c'est un iceberg. Puis, nous, on essaie par toutes sortes de moyens d'avoir accès à la compétence, mais on voit la partie émerger. Et puis, ben, là où on y arrive plus facilement, c'est mon expérience, c'est quand le curseur est passablement vers les compétences et qu'on demande à l'étudiant de documenter le parcours. Mais plus on s'éloigne de ça, et plus c'est le prof qui doit comme construire des outils pour demander à l'autre est-ce que
est-ce que vous avez appris ça, ou peu importe la manière dont vous posez la question, mais plus on s'éloigne de la logique de parcours, parce qu'on s'en va dans une logique où c'est comme si on prenait des instantanés. Mais on voit bien, vous avez rappelé, Céline, que j'étais à l'ENSAL aujourd'hui, que les projets, ça donne beaucoup d'informations, la conception de projet, ça donne beaucoup d'informations à l'architecte, mais en même temps, leur questionnement, c'est de dire comment je peux avoir accès aux connaissances qu'ils ont construites pour soutenir les compétences qu'ils mettent en œuvre. Moi, quelque chose que je trouve intéressant, mais ce n'est pas exportable dans tous les domaines, il y a dans certains endroits, dans des facultés de médecine, où, apprentissage par problème. Alors, il y a le problème, voilà, un scénario dont je parlais tout à l'heure. Et puis, les recherches disent, quand un médecin rencontre un client, un médecin passablement expert, il écoute les symptômes, et dans sa tête, très rapidement, il génère 4, 5, 6, 7 hypothèses, et sa démarche clinique est éliminer les hypothèses jusqu'au diagnostic. Alors, ce que les profs demandent aux étudiants, il y avait un problème, vous avez lu sur le problème, vous allez faire une carte conceptuelle ou un mind map qui va énoncer quelles étaient vos hypothèses, et puis illustrer votre démarche, surtout dites pourquoi, sur quelles connaissances vous vous appuyez pour avoir éliminé cette hypothèse-là, et celle-là, et celle-là. Et donc, ils se sont donné un moyen pour avoir accès au raisonnement clinique. Mais, ça peut paraître un exemple fascinant, ça l'est à mon avis, mais je suis convaincu que ce n'est pas tous les domaines qui permettent d'avoir accès, ou c'est pas une radiographie, mais d'expliciter quelque chose comme ça. Oui, j'avais juste envie un peu de rebondir par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Moi, je suis consultante RH et Vous êtes quoi? Consultante ressources humaines. Je viens du monde de l'entreprise et je suis associée de l'université et je prends en charge, entre autres, un module PPP, projet personnel et professionnel. Ce sont des modules qui ont été introduits depuis le début des années 2000 dans les IUT et c'est purement d'approche compétences. Et la difficulté qu'on rencontre en permanence, c'est d'être coincé dans des formats un petit peu comme vous l'êtes ce soir, dans la méthode conférence. C'est-à-dire qu'on est coincé dans des formats qui correspondent au premier paradigme et on est censé travailler dans le second. Je donne quelques exemples de ces formats. Par exemple, la notation sur 20, par exemple, les effectifs à gérer, le fait qu'on gère de la masse et qu'on ne peut pas avoir de relations individualisées avec des étudiants qui sont en groupe de TD ou d'amphi, etc. Une évaluation qui est pensée que sur le modèle quantitatif et pas qualitatif, etc., etc. Et toute la difficulté est là, c'est-à-dire comment développer le nouveau paradigme dans un contexte entièrement pensé sur le premier. On le voit ici ce soir, on est en mode conférence. Et je pense que c'est la grande difficulté, et j'entends bien ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport à ça. Maintenant, j'ai aussi quand même envie un tout petit peu de réagir par rapport aux dérives qu'il peut y avoir par rapport à l'approche par compétences. En entreprise, on n'évalue effectivement jamais les connaissances des salariés et des personnels, on évalue la performance, la compétence, et parfois dans des entreprises très avancées, dans les services RH, on évalue le potentiel. Et on s'aperçoit qu'en France, il y a un certain nombre de résistances, et j'en veux pour preuve l'exemple, il n'y a pas longtemps, d'une jurisprudence chez Airbus, où les institutions représentatives du personnel sont allées en justice, au titre que parmi les critères d'évaluation dans l'entretien annuel des salariés, il y avait un critère, par exemple, qui était le courage des salariés, ou il y en avait un autre qui était l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Et donc, ce qui est finalement mis en accusation ici, et qui, je pense, peut s'entendre et est intéressant à envisager, c'est une sorte de dérive psychologisante de l'approche par compétence. Parce qu'effectivement, évaluer une connaissance 2 + 2 = 4, c'est pas pareil qu'évaluer des choses comme on le fait, par exemple, nous, en PPP, la capacité à s'organiser, le leadership, la capacité à gérer des priorités, la capacité à gérer son stress, etc., etc. Donc, où on s'arrête, finalement, par rapport à cette dérive, si je fais la comparaison avec ce qui se passe en entreprise, on peut très bien se poser la question aussi, nous, quand on est dans les approches compétences en milieu universitaire,
Notamment, le gros problème, je trouve, au-delà des formats qui nous coincent dans le premier paradigme, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire comment on va évaluer. Mais je suis d'accord, j'écoutais attentivement ce que vous disiez, mais ce que je mettrais plus en exergue ou je le prendrais dans la formation, disons, universitaire, si on sort des RH, on pourrait dire on a un problème énorme avec tout ce qui est de l'ordre des postures professionnelles ou des attitudes ou ce que des gens appellent le savoir-être. Alors, puis par exemple, des personnes disent bon, il faut bien développer le professionnalisme. Ou des gens disent il faut développer, dans la santé notamment, il faut développer l'empathie. Mais quand on est rendu à dire mais l'empathie, ça s'évalue comment? Et surtout quand on est dans une logique de parcours, comment l'étudiante ou l'étudiant va développer ça tout au cours. Et là, on est aux prises avec les questions que vous avez soulevées et la manière dont vous les avez soulevées. Mais si on intègre dans la formation des postures comme celle-là, il faut, avoir des outils, des situations d'apprentissage pour que ça puisse progresser. 2, il faut avoir des critères d'évaluation qui ne sont ni psychologisants, ni thérapisants, ça n'existe pas là, mais je dirais comme ça, mais qui tiennent compte que ici on parle de la relation avec un patient, on ne parle pas de la personne elle-même. Mais ce sont des sentiers extrêmement délicats. Mais on pourrait dire ce que j'avais mis dans les raisons du changement des compétences relationnelles, on est dans ces eaux-là. Moi, je voulais faire un témoignage parce qu'en fait, au travers de ce que vous avez montré, je m'aperçois qu'un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je faisais de l'approche de parler de compétences sans le savoir depuis 2 ans. C'est venu tout simplement puisqu'au bout de 2 heures, j'avais plus de voix. Je me suis dit, bon, on va partir sur des projets et des problèmes. Et puis après avoir consulté des universités américaines qui donnaient les supports de cours avant, j'ai dit, bon, on va faire carrément 4 heures de cours. Alors, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. C'est plus facile à gérer, je pense, quand on a des cheveux blancs parfois, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est que la version des projets ou des problèmes qu'on donne aux étudiants, c'est toujours au sens du Lean Startup, on va dire un produit minimum livrable qui va être une sorte de bêta-test en 0.9, en 0.9, mais surtout pas en 1.0. On se ramasse des bugs pendant toute l'animation. Et les élèves nous font ressortir un peu tous les défauts de ce truc, puisqu'il faut bien le roder à un moment ou à un autre, quoi. Et puis, si tant est qu'on a eu le courage de préparer un corrigé standard, on s'aperçoit que les étudiants ayant travaillé pendant 2 ou 4 heures en intelligence collective, finalement, ils nous donnent un corrigé à la fin qui est meilleur que le nôtre, quoi. Et on est obligé de leur dire, écoutez, ce que vous avez fait, c'est mieux que ce que j'ai fait, moi. Donc voilà un peu les difficultés qu'on rencontre par rapport à ça, mais pour le reste, c'est vrai que c'est hyper passionnant. Et on arrive à garder l'attention pendant 4 heures et à ne plus avoir Facebook comme concurrent sur les téléphones portables. Et vous travaillez dans quel domaine? Oui, alors effectivement, j'aurais pu le dire. Donc je suis consultant en alignement stratégique en entreprise, et puis le reste, l'autre moitié du temps, je suis intervenant en stratégie et management pour l'Hydrac à Nantes. Super. Mais si vous n'étiez pas le seul, et je pense que vous êtes le seul à faire ça dans l'endroit où vous êtes, mais s'il y avait plusieurs personnes, et là ça devient intéressant dans la continuité, et on n'est pas nécessairement aux prises avec toutes les limites que vous avez mentionnées au début. Mais il faut dire qu'en 15 semaines ou en 16, l'étudiant ne peut pas aller dans une conception exigeante jusqu'au bout du produit livrable. Mais merci. Bonjour, merci de ce que vous avez parlé. Moi, je le vis tous les jours puisque je suis à la fois dans l'université et dans le milieu de formation professionnelle. Donc le projet, c'est tous les jours. J'ai toujours une problématique, c'est la couverture. Lorsqu'on est dans le premier paradigme, on sait ce qu'on veut transmettre et on a couvert tous les domaines. Lorsqu'on est dans le deuxième, on ne sait pas toujours où vont les étudiants ou les élèves ou les apprentisseurs. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Et comment vous le garantissez, l'Université de Sherbrooke, comment le fait-elle? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Comment va-t-on prévoir la réaction des enseignants
des recevants d'informations dans le projet? Est-ce qu'ils vont couvrir tout le domaine qu'on veut leur enseigner? Mais c'est une question intéressante, mais on peut y répondre d'une manière gentille ou on peut répondre d'une manière moins gentille. Je vais prendre la moins gentille au début. Non, mais je vais revenir à celle-là. On peut... prenons, vous évaluez les étudiants, pas vous, mais vous tous, là. Les étudiants sur 20 et tout, et la note de passage, je crois, c'est 12, et puis des étudiants peuvent avoir 10 quelque part, et s'ils pondèrent le 10, ça fait 12 et ils réussissent, OK? Mettons, si vous avez un ingénieur, pour prendre quelque chose comme une formation comme celle-là, qui a réussi les cours de base avec 12 toujours, entre vous et moi, il y a des lacunes épouvantables dans sa base de connaissances, là. C'est inimaginable. Et en plus, on ne saurait pas ce qu'il ne connaît pas. On pourrait avoir une idée, mais on ne pourrait pas dire non. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens qui disent, écoutez, dans la professionnalisation, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Puis il y a longtemps, dans les années 80, il y a eu aux États-Unis tout le mouvement pédagogie de la maîtrise, et les gens qui travaillaient dans ce mouvement-là disaient, si vous évaluez les gens sur 100, mettons votre barème est de 0 à 100, vous devriez mettre échec à 80, parce que rendu à 60, on ne peut pas dire qu'un étudiant maîtrise la base de connaissances. Alors ça, c'est la réponse moins gentille, parce que, moins gentille, mais elle est vraie, parce qu'on n'est pas si préoccupé de ça, de la qualité de la base de connaissances. Alors, la réponse que j'ai donnée à ce monsieur-là tout à l'heure en disant l'étudiant en médecine qui résout un problème, énonce ses hypothèses et explicite pourquoi, quelles connaissances il utilise pour éliminer les hypothèses, c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils ont accès à la base de connaissances. Et pas à la base de connaissances théoriques, mais à la base de connaissances vraiment construites et utilisées pour l'évaluation. Maintenant, il ne faudrait pas que je s'y enregistré, donc je mets une nuance, c'est pas l'Université de Sherbrooke qui est comme ça. Il n'y a personne qui est obligé à l'Université de Sherbrooke de travailler par compétences. On est obligé de travailler par parcours de professionnalisation. Mais ces 2 programmes de génie que j'ai cités en exemple tout à l'heure, dans la même faculté, il y a 3 autres programmes de génie, dont un n'est pas du tout innovant. Mais pour nous, ce n'est pas un problème. C'est un choix d'équipe de formateurs. Donc, mais c'est comme si vous repreniez la diapositive où j'ai dit il faut vraiment que les connaissances aident à planifier, aident à réfléchir et aident à agir. Et moi, personnellement, l'outil que je connais, que j'utilise, ce sont les cartes conceptuelles. Je demande vraiment aux étudiants régulièrement de faire des cartes conceptuelles. Et s'ils font un dossier d'apprentissage avec moi ou un portfolio, je leur demande toujours, dans leur auto-évaluation, de parler des connaissances qu'ils ont développées. Et donc, des apprentissages qu'ils ont faits. Et en ayant l'impression que, au lieu de couvrir mon programme, j'essaie de déterminer avec des collègues quelle est la base de connaissances incontournable. Et cette base de connaissances, elle doit être là. C'est pour ça aussi que quand on pousse le curseur jusque-là, il y a des gens qui évaluent réussite ou échec. Où vous avez atteint le niveau attendu ou pas. Mais il faut travailler sur les outils. C'est une préoccupation très importante que vous avez là. Plus de questions? Ils sont sages, hein? Les gars de Saint-Étienne, là, vous avez fait de la route et tout? Ils sont fatigués, c'est... Bon, ben, je propose... Ah, c'est une question. Et ça va te plaire, Jacques, que madame travaille dans une école d'infirmière, si ma mémoire est bonne. Oui, bonjour. Voilà, je suis formatrice en Institut de formation en soins infirmiers. Donc, nous avons un programme de formation qui est sorti en 2009 sous forme de compétences. Alors, l'expérience me montre, parce que ça fait maintenant 12 ans que je fais de l'enseignement, enfin, la formation, parce que je ne suis pas enseignante, je suis formatrice. Voilà, pas tout à fait le même statut. Nous montre qu'en effet, la compétence s'écrit
je ne sais pas comment le dire autrement, mais s'écrit auprès de l'étudiant, surtout en stage, et c'est ce que vous nous avez montré en termes d'erreur, c'est de croire qu'il n'y a que le stage qui permet le développement des compétences. Donc ça, je vais me l'approprier de façon un peu plus aiguë, parce que le système de formation de l'école d'infirmière a changé et s'inscrit, malheureusement, on verra l'avenir, plus dans une formation universitaire. Du coup, en effet, on retrouve ce décalage où on est dans la norme. Il faut une note sur 20, il faut avoir validé une certaine connaissance, un certain contenu, et plus du tout dans cette étude de cas où nous, on s'était inscrite un petit peu dans notre école, où on travaillait à partir de situations cliniques, en effet, problématiques, où on demandait aux étudiants de réfléchir, d'aller chercher d'eux-mêmes l'information et de construire leurs connaissances et leur savoir, leurs compétences autour de ça. Et ma question, elle est, globalement, majoritairement, ils s'en sortent. Quelle que soit la forme pédagogique utilisée, ils s'en sortent. La difficulté, elle est plutôt pour ceux qui, justement, n'arrivent pas à s'inscrire ni dans un processus d'enseignement pur, dans une forme didactique, ni dans une forme inductive. Donc, moi, je suis confrontée à certains étudiants où, si on fait une analyse, ils ont un savoir, mais la mise en pratique, la mise en lien, la mise en forme de compétences ne s'inscrit pas dans la formation. Et on est limité dans le temps, puisqu'on a une formation sur 3 ans. Et ma question, c'est comment on peut décoincer, alors je vais peut-être chercher des outils, quelque chose comme ça, comment on peut aider ces étudiants à sortir de ce savoir théorique pour qu'ils puissent le mettre en pratique. J'ai bien fait de monter jusqu'ici pour avoir une question comme ça, Jacques. Ah oui, mais honnêtement, c'est pas une question pour laquelle j'ai des réponses précises à vous offrir, parce que je connais un endroit où la formation est par compétence, mais comme l'université n'a pas voulu que les profs évaluent seulement les compétences, ils évaluent les deux, les connaissances, mais les étudiants doivent réussir et les connaissances et les compétences. C'est donc un double bulletin pour poursuivre par la suite. Et récemment est arrivé un cas où un étudiant qui réussit, c'est exactement ce que vous avez dit, mais très bien, genre les notes maximales sur les connaissances, a échoué sur les compétences. Et bon, c'est prévisible, mais c'est pas si fréquent. Mais dans ce cas, c'était flagrant. Et lui, parce que nous, comme vous, j'imagine, on se méfie toujours de la poursuite à la cour et tout. Mais lui a reconnu que dans tout son parcours, il a toujours tout appris par cœur. Mais il a mémorisé tout, et que, heureusement qu'il dit qu'il avait des compétences en écriture en français, et donc, je ne sais pas vraiment comment je sais comment, dans l'enseignement, si on travaille par des problèmes, des cas, on arrive à faire en sorte que des gens voient la contextualisation ou l'usage. Mais c'est dommage que vous ayez dû quitter l'organisation pédagogique que vous décriviez en passant en milieu universitaire, au niveau universitaire. Parce que si l'étudiant ne voit pas ça, mais je ne peux pas vous donner une réponse. Je pense que c'est parce qu'ils voient des profs le faire, et puis dans des groupes de coopération, apprentissage par problème, qu'ils voient d'autres étudiants le faire, que tout à coup, ils prennent conscience de l'usage. Mais donc, c'est une très bonne question, mais pour laquelle je n'ai pas de réponse. Oui. Une question pour rentrer dans le modèle économique dans lequel on vit. On voit de plus en plus d'organismes qui certifient des compétences. Qu'est-ce qu'ils font vraiment, ces gens-là? Il faut poser la question à la dame qui est intervenue tout à l'heure, là. Oui, mais... Parce que... Vous voulez répondre? Oui, mais ce serait...
Donc en fait, véritablement, ce que chaque acteur au travail peut mobiliser comme savoir, savoir-faire, savoir-être dans le travail qui lui est demandé. Alors, si vous voulez, j'ai à votre disposition des exemples de grilles d'évaluation de compétences que je pourrais vous montrer sur des postes spécifiques et on voit à peu près... C'est un peu provocateur parce qu'il y a eu une réunion hier sur des compétences à la gestion des projets avec des organismes certificateurs de compétences en gestion de projet. Et suite à une 35 heures de formation. Et j'avais du coup une difficulté à appréhender comment un organisme peut aller délivrer une certification de compétences à travers une action de formation préalable qui était quand même très courte et où la mise en situation finalement ne consistait qu'à partager du vocabulaire. Normalement, il y a une évaluation à chaud et une évaluation à froid. Non, mais j'entends bien. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de certifications qui parlent de certification de compétences et qui ne rentrent pas dans le modèle qui vient d'être présenté. Voilà, juste un écho à ceci. Il y aurait là quelques dérives, peut-être. Mais... Je pense qu'également, on se trompe quand on parle de bilan de compétences. Nous, je viens du monde professionnel aussi. On devrait dire un bilan de capacité. Puisque, comme vous l'aviez dit, la compétence, c'est dans l'action. Et en face à face avec quelqu'un, on ne va pas évaluer une compétence. Puisque la compétence, on va l'évaluer lorsqu'il va faire une action. Voilà. Vous n'avez pas parlé aussi de compétences collectives. Nous, on est pompiers professionnels. Et dans notre métier, la compétence collective, elle est primordiale. Et là, c'est compliqué. Et les situations à problème, le travail de groupe, ça permet de développer cette compétence collective. C'est relationnel qu'on apprend. La prochaine fois que tu viendras à Lyon, je t'amènerai chez lui. Ça dépend si j'ai des intentions d'apprentissage ou pas. C'est quelque chose à visiter. Bon, allez, dernière question. Vous me faites courir. Hop, dernière question. Attention, Christophe. C'est diamétralement opposé à chaque fois. Merci. Merci. Non, je pensais à l'auto-évaluation. Parce que, effectivement, ça doit être compliqué c'est compliqué d'aller évaluer les compétences que quelqu'un a pu développer tout au fil de plusieurs mois ou de plusieurs années. Mais je pense qu'il y a un individu qui est capable de mesurer les choses, c'est l'étudiant lui-même. Parce qu'ils sont finalement assez critiques envers eux-mêmes. Ils sont pas... Ils savent aussi identifier leurs manques quand ils ne sont pas à l'aise sur des choses, etc. Et donc, c'est peut-être une voie aussi, enfin, je ne sais pas si c'est pratiqué, si c'est un point important. Oui, ça dépend encore où vous placez votre curseur, mais si vous le placez là, j'ai donné juste l'exemple de portfolio ou dossier d'apprentissage, l'étudiant doit auto-évaluer sa progression. Mais pour faire ça, il doit avoir eu l'information comment se développe la compétence, quel est l'étalement du développement, et il doit aussi avoir des critères de votre part sur mais comment je peux porter un jugement sur ma propre démarche et en m'appuyant, mais les critères dont il a besoin, c'est ceux dont vous avez besoin, vous, pour évaluer la compétence. Donc, et puis, il faut avoir la préoccupation, mais on entend souvent ça des gens comme vous. Vous dites, vous avez un regard sur l'autonomisation de la personne. Alors, au début de l'étudiant, on va lui donner beaucoup de support pour faire l'auto-évaluation. Au fur et à mesure de la formation, vous enlevez le soutien parce que vous voulez qu'il soit de plus en plus autonome. Mais si vous êtes dans une approche, si vous avez poussé votre curseur jusqu'ici, l'auto-évaluation est une preuve incontournable du parcours de l'étudiant. Mais là, après, ça dépend si vous voulez. Donc, et c'est une auto-évaluation qui conduit à l'autorégulation, parce que c'est pas pour dire j'ai fait ça, mais c'est aussi pour dire dans la suite où ça pourrait ressembler à ce que des RH font de temps en temps. Merci Jacques. Donc je propose qu'on arrête là. On a planté une petite graine dans un terreau, tu vois, qui est fertile. On va voir si elle va pousser. Et si vous voulez qu'elle revienne, qu'on mette ça en pratique, vous nous faites signe et puis on verra comment on peut faire revenir Jacques et puis aller un peu plus loin. Ok ? Merci.